Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement ravie d'être parmi vous cet après-midi sur cette scène du Summer Festival pour vous parler effectivement de mon expérience à la Caisse d'épargne Normandie, que j'ai rejoint il y a un peu plus d'1 an. Alors, je vais commencer par une question. Pourquoi finalement créer une direction des données et du pilotage dans une entreprise et dans une banque plus spécifiquement? Tout d'abord, mon premier message clé, s'il était besoin de le rappeler, c'est que les données sont aujourd'hui une partie intégrante du capital réellement de nos sociétés, de nos entreprises. Alors, je ne vais pas repasser sur les GAFA qui surfent sur cette vague et dont la valorisation est notamment liée à leur potentiel data et à la matière première qu'ils accumulent au fur et à mesure que nous naviguons dans leurs différents sites et applications. Mais ce patrimoine, ces données, cette transformation, amène nécessairement les entreprises à des réflexions et à parfois faire évoluer leurs organisations en conséquence. C'est le choix qu'a fait la Caisse d'épargne Normandie il y a un peu plus d'1 an, avec un choix assez audacieux, puisque nous faisons partie des premières structures, au moins du groupe BPCE, mais voire même dans les structures bancaires, c'est encore assez peu le cas, à créer une direction donc dédiée aux données et au pilotage. Alors, que fait cette direction? Ça va être l'objet de mon intervention de cet après-midi. Tout particulièrement, nous déclinons la stratégie de l'entreprise autour des données. Alors, on pourrait parler d'entreprise data-driven, peut-être. L'idée, c'est que les données sont à la fois une source d'inspiration pour construire la stratégie de l'entreprise. Alors, elles ne déterminent pas la stratégie de l'entreprise en tant que telle. On parle d'intelligence artificielle, certes. Je vais vous illustrer ça avec quelques exemples très concrets de ce que l'on peut faire dans notre entreprise. Donc, les données sont une source d'inspiration, permettent de poser des éléments factuels pour bâtir une stratégie et permettent notamment de mesurer les effets de cette stratégie. Mais mon propos, c'est bien de dire que la data est indispensable, l'IA peut nous aider à construire une stratégie, à exploiter cette data, mais le fil conducteur et indispensable autour de cela reste naturellement l'humain. Donc cette direction données et pilotage est bien entendu au service de la direction générale de l'entreprise, mais aussi de chacune des directions. Nous jouons vraiment un rôle de fonction support et de chacun des collaborateurs, même de l'entreprise. Je vais y revenir également dans quelques exemples. Alors, juste avant la partie justement illustration et cas d'usage, peut-être un petit retour en arrière par rapport à notre contexte. Caisse d'épargne Normandie, une banque pleinement normande qui est strictement sur les frontières de la région Normandie. Une banque engagée sur son territoire, environ 230 points de vente que vous pouvez voir un peu partout sur la Normandie et près de 1800 collaborateurs. Bertrand le rappelait, nous fêtons cette année nos 10 ans et nous faisons partie d'un groupe, le réseau des caisses d'épargne, qui fête ses 200 ans cette année. Alors, le bicentenaire, c'est l'occasion de se reposer sur notre évolution et j'aime beaucoup la phrase que j'ai indiquée ici sur la diapo, qui est de dire que finalement, en 200 ans, depuis notre création, tout a changé sauf nos valeurs. Effectivement, le monde dans lequel nous évoluons n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a à peu près 200 ans. Et cette phrase, finalement, ainsi que le visuel que j'ai retenu de notre communication, s'applique particulièrement bien à la data. Pour vous illustrer tout ça, je suis venue avec un objet. Alors, je vous en ai mis une impression ici. C'est un vrai registre de matricule de la Caisse d'épargne de Dieppe, avec la data de l'époque. La data de l'époque, c'était quoi? C'était en agence, le conseiller qui, alors à l'époque à la plume, avec des pleins et des déliés, venait écrire le nom, le prénom du client, les informations telles que sa CSP et que sais-je. Et ces éléments-là étaient précieusement gardés à l'agence, tout simplement. Il n'était pas question que le client reparte avec. Un peu plus tard, vous avez probablement connu pour la plupart d'entre vous ce petit livret, le livret A. Alors, la différence, c'est que le client repartait avec, et puis qu'on avait commencé à traverser un petit peu quelques époques, et avec l'arrivée notamment de l'informatique, pour ceux qui s'en souviennent, ça permettait d'inscrire sur ce livret, lorsqu'on se rendait au guichet à l'agence, les lignes d'écriture et de calculer le solde du compte. Première quinzaine du mois de janvier, on allait au guichet pour savoir combien on avait perçu d'intérêt par rapport au placement effectué sur l'année écoulée. C'est pas si vieux. C'est juste là-dessus que je vais attirer votre attention. Le livret A que je vous ai apporté, la dématérialisation a commencé au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Le dernier a été supprimé en 2005. C'est pas si loin derrière nous. Ensuite, on a le relevé de compte papier qu'on recevait à la maison, précieusement, dans une enveloppe, etc. Et puis maintenant, il nous semble mais complètement naturel d'ouvrir une application sur un smartphone, d'aller sur Internet et de pouvoir non seulement consulter les comptes, avoir le solde au jour J,
et même de pouvoir faire des opérations. Avec cette digitalisation, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on crée de la data. On crée énormément de data. Alors, je ne vais pas revenir sur le sujet, les précédents intervenants l'ont fait aussi. On a tellement de données que la problématique devient aujourd'hui comment exploiter cette donnée. Vous l'avez probablement lu comme moi, 90% des données aujourd'hui accessibles de par le monde, je ne parle pas de secteur bancaire, vraiment tout secteur d'activité confondu, 90% de ces données ont été créées au cours des 2 dernières années. Et une infime partie, en réalité, est exploitée. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est d'exploiter à la fois nos données internes, qui sont de plus en plus volumineuses, de plus en plus conséquentes, à la fois les données d'activité de nos clients, si je reviens sur le secteur bancaire, mais également ce qui peut se passer sur le trafic Internet de nos clients, sur les données que l'on peut récupérer en open data, puisqu'il y a de plus en plus de données gratuites qui nous permettent d'enrichir nos propres données, ou que sais-je, des données également que l'on peut acheter. Donc un système d'information qui est extrêmement riche, en l'occurrence dans le réseau des caisses d'épargne, juste pour vous donner quelques métriques, les personnes qui manipulent des données au quotidien sont amenées à manipuler des milliers de tables, ou plutôt ont un terrain de jeu, ont le choix, on ne manipule pas au quotidien des milliers de tables bien entendu, mais on a un terrain de jeu qui est tellement immense qu'il est quasi impossible de le connaître parfaitement et en totalité. Et quand je parle de milliers de tables, on est uniquement sur les données structurées, et naturellement dans chacune de ces tables, on peut parler de quantité et de quantité d'informations. C'est notamment pour exploiter ce potentiel qu'une direction des données et du pilotage a été créée à la Caisse d'épargne Normandie. Alors quand on parle de données riches, forcément on apporte de la complexité. Pour répondre vis-à-vis de cette complexité, ça demande de mettre en place des compétences qui soient spécifiques. La toute première, et je trouve vraiment que c'est une compétence en tant que telle, alors elle ne s'acquiert pas forcément sur les bancs de l'université ou d'une école, elle s'acquiert dans l'entreprise, c'est de connaître la donnée. De connaître la donnée qu'on manipule, de connaître le système d'information, pour être à même d'identifier les sources qui sont adéquates, pour être à même de percevoir quels sont les indicateurs qui vont permettre à telle ou telle direction de pouvoir suivre les phénomènes qu'il souhaite observer, de pouvoir voir les points sur lesquels il doit être travaillé un certain nombre de plans d'action. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et on demande aux personnes donc de l'équipe de la direction de données et pilotage de faire un aller-retour permanent entre le fonctionnel, ce que peuvent nous expliquer les autres directions, et le technique, les quantités et les quantités de données qui sont potentielles dans nos manipulations. Tout ça, alors comment on connaît mieux nos données? Déjà en les pratiquant au quotidien, c'est pour ça qu'une équipe dédiée spécifique, spécialisée sur le sujet est tout à fait opportune. Et puis également en mettant en place alors, ce qu'on nomme sur un terme un peu barbare de gouvernance des données. On fait de plus en plus de choses sur cette thématique et ça recouvre notamment 3 points, juste pour rester assez simple là-dessus. C'est tout d'abord des définitions claires des données. Ce n'est pas juste un terme technique qui nous permet de comprendre ce qui a été stocké dans telle table. C'est vraiment d'avoir des définitions qui soient explicites. Connaître le chemin de la donnée. Alors comme ça peut paraître un peu surprenant, mais il est important pour bien savoir comment manipuler une donnée, de comprendre d'où elle vient, comment elle est rentrée dans le système d'information. Est-ce qu'elle a été captée en automatique? Est-ce le client qui l'a déclarée? Est-ce qu'elle a été renseignée par un conseiller, par exemple? Donc vraiment comprendre à la fois comment elle a été captée et les étapes de transformation qu'elle a pu subir avant qu'on ne l'utilise. C'est capital pour être certain du bon usage de la donnée en fonction du cas dans lequel on va l'employer. Et puis le troisième élément que je voudrais ajouter, c'est la qualité. Dans la gouvernance de la donnée, je place vraiment ces 3 éléments, et la qualité a une place toute particulière parce que nécessairement, qu'on fasse de l'intelligence artificielle, qu'on fasse des tableaux de bord plus traditionnels, une donnée qui n'est pas de qualité va induire des interprétations faussées, potentiellement la mise en œuvre d'une stratégie qui ne soit pas adéquate et pas conforme par rapport à l'objectif visé ou par rapport ne serait-ce qu'à la situation dans laquelle on se trouve. Donc vraiment une importance vis-à-vis de ces connaissances de données. Des compétences aussi en développement informatique, alors ça a largement aussi été évoqué sur cette journée. C'est à la fois du code, être en capacité d'automatiser des choses, mais de plus en plus, dans notre quotidien, dans l'entreprise, on parle d'expérience utilisateur. Ben oui, finalement, sur les applications qui sont sur notre smartphone, quand on est dans notre vie privée, tout est fluide, tout est interactif, c'est super joli, on n'a pas de questions à se poser, il n'y a même plus de mode d'emploi pour les smartphones. Mais les tableaux de bord, mais finalement, ce qu'attendent nos utilisateurs, qui sont les collaborateurs de l'entreprise, quand on livre des tableaux de bord, c'est des choses qui soient complètement ergonomiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça, on en fait même des expositions. Il y a des expos qui se tiennent, dont une en ce moment à Paris, qui s'appelle 1, 2, 3 Data, avec vraiment la représentation des données, la data vis comme on dit, comme matière de création artistique.
Alors je vous rassure, on fait de notre mieux à la Caisse d'Épargne Normandie, on n'en est pas encore à faire des expos avec nos tableaux de bord, mais malgré tout, c'est une vraie préoccupation que de restituer les informations de la manière la plus intelligible qui soit. Et puis le dernier élément sur cette partie compétence que je voudrais évoquer avec vous, c'est l'éthique et la déontologie dans l'usage des données. C'est également une préoccupation très forte, alors qui s'applique notamment sur les cas d'usage avec l'intelligence artificielle, mais pas que. Nous sommes particulièrement vigilants et nous agissons en tant que tiers de confiance. Nous en avons conscience, c'est un privilège, si on peut le dire ainsi. Et donc nous sommes très vigilants au quotidien à la façon dont nous traitons la donnée et à la finalité poursuivie dans l'usage que l'on met en place autour des données. Sur le sujet, j'ai vu une publication sur Internet qui m'a beaucoup interpellée et j'ai trouvé très intéressante. Il y a une communauté qui s'est composée avec des data scientists et des développeurs. Ils s'appellent Data for Good. Et leur credo, c'est de viser une utilisation plus éthique de la data, de manière générale. Et ils ont eu, parmi les projets récemment lancés, un qui a particulièrement attiré mon attention. Ils sont allés jusqu'à rédiger ce qu'ils ont appelé un serment d'Hippocrate. Un serment qu'ils proposent donc de signer, que les data scientists ou que même toute personne manipulant la donnée puisse venir signer pour s'engager à respecter un certain nombre de principes dans l'usage de la data. Et je trouve ça formidable. Ce n'est pas uniquement dans le secteur bancaire, c'est vraiment partout. Dès lors que quelqu'un manipule de la donnée, il faut qu'il ait pleinement conscience de ce qu'il est en train de faire et de l'impact que ça peut avoir. Ce serment d'Hippocrate, d'ailleurs, est très récent. En fait, ils l'ont publié cette semaine, mais je vous invite à aller voir, vous trouverez ça très facilement sur Internet. Et puis, je ne vais pas revenir sur la réglementation. Le règlement européen pour la protection des données personnelles, bien entendu, nous y sommes attentifs, mais nous n'avons naturellement pas attendu le mois de mai 2018 pour nous préoccuper du sujet. C'est un sujet qui est globalement plutôt bien acquis et bien cerné dans notre métier. Donc des compétences autour de la data qui évoluent. Malgré tout, celui qui détermine la stratégie autour de la data reste bien entendu un humain, et c'est lui qui va, enfin c'est un autre humain, en l'occurrence plutôt un développeur, qui va choisir les algorithmes les plus pertinents si on fait de l'intelligence artificielle, ou qui va choisir quel développement informatique mettre en œuvre pour répondre aux besoins. Je rejoins assez bien aussi là, les conférences précédentes de dire que ce n'est pas le robot seul, l'intelligence artificielle seule qui va prendre la main, on a un humain qui la programme, tout du moins encore aujourd'hui. Et puis surtout, en sortie, c'est bien un humain qui prend les décisions à partir des données, à partir de ce qui lui est restitué. Les prises de décision, elles s'appuient notamment sur des tableaux de bord, la partie peut-être la plus traditionnelle de l'usage de la donnée, mais je voudrais m'arrêter une seconde dessus, là aussi sur quelques évolutions que nous avons commencé à évoquer. Alors ce ne sont pas des productions de la Caisse d'Épargne Normandie, on garde nos propres tableaux de bord un petit peu secrets, c'est un peu notre marque de fabrique, mais c'est pour vous illustrer quelques éléments. Nous avons mis en place un projet, alors ça date d'il y a à peine un an, on a lancé le projet il y a à peine un an et on a livré en fin d'année dernière, un outillage qui permet aujourd'hui à tous les collaborateurs en agence dans le réseau Caisse d'Épargne Normandie, de disposer tous les matins d'un tableau de bord qui trace des indicateurs qu'ils ont choisis. Alors nous avons pris un échantillon de collaborateurs pour construire avec eux les indicateurs les plus pertinents du suivi de leur activité. Ils ont également eu leur mot à dire, parce que finalement ce sont les clients même de ces tableaux de bord, ils ont également eu leur mot à dire sur le mode de représentation graphique. Ça s'est fait avec d'autres directions du siège, dont la direction données et pilotage, et nous avons apporté notre expertise data en visant naturellement, alors le principe de base sur tout tableau de bord, c'est la qualité, la fiabilité de ce que l'on restitue. Mais pas seulement. Je ne reviens pas sur l'ergonomie, j'y ai déjà passé un petit peu de temps tout à l'heure. Il faut que les données soient rapidement comprises, rapidement intégrées, qu'on n'ait pas à chercher dans quel sens prendre le tableau ou prendre le graphique pour voir ce qu'il signifie. L'autre élément qui est très important, c'est d'avoir des productions qui soient automatisées. Il n'est pas question, là en l'occurrence on le met à disposition tous les matins des données mises à jour, il n'est pas question qu'il y ait une intervention humaine pour cela. Donc c'est automatique. Et même la collecte des données est elle aussi automatique. Il n'y a pas de déclaratif, il n'y a pas de coût humain à capter la donnée, la traiter, la restituer. Il y en a eu un au moment de la mise en place du tableau de bord, mais maintenant qu'il est disponible, il est mis à jour automatiquement tous les matins. L'autre élément, c'est deux autres éléments, des informations fraîches, arrêtées à la veille, et jusqu'au niveau individuel. Chaque collaborateur a son propre tableau de bord, et je vous parle de plus de 1000 personnes qui, tous les matins, découvrent ça sur leur poste de travail. Alors aujourd'hui, ça vous semble peut-être assez facile,
Mais il faut imaginer qu'il n'y a pas si longtemps, avec des outils beaucoup moins évolués et sans passer par du développement informatique, c'était hors de question de pouvoir faire ce genre de projet avec des outils tels qu'Excel ou autres. Donc on a besoin d'allier à la fois une expertise de la donnée et des compétences et des capacités de développement informatique. Là aussi, le fil conducteur, c'est l'humain, à la fois dans l'expression de besoin du tableau de bord et jusqu'à son utilisation au quotidien. Si je passe maintenant sur quelques exemples aussi, des cas concrets sur plus une thématique autour de l'intelligence artificielle, je vais d'abord vous parler d'un projet qui s'est fait dans le groupe BPCE, le groupe dans lequel nous sommes, le groupe des banques populaires et des caisses d'épargne, et en l'occurrence une de nos filiales, Natixis Interépargne. Natixis Interépargne, alors je trouve ça chouette parce qu'ils m'ont autorisé à vous en parler aujourd'hui. Je trouve vraiment le cas d'usage, le cas concret très intéressant. Et puis en plus, ils sont également normands, ils sont installés à Caen. Et il se trouve que le cas d'usage qui est là, d'ailleurs, ils l'ont travaillé avec une start-up locale qui s'appelle le Momentech. Ce qu'ils ont fait, en fait, ils sont partis d'un constat, un cas d'usage. Le service juridique de Natixis Interépargne était submergé de demandes, des milliers de demandes chaque année, dont une bonne partie pouvait être qualifiée de simples, même une grande majorité. Et finalement, ces demandes simples, rapides à traiter, faisaient que dans le flux, ça prenait du temps. Et le temps consacré par rapport aux personnes disponibles sur les dossiers plus complexes n'était pas optimal, dirons-nous. Donc ils ont commencé par un proof of concept, ils ont d'abord voulu tester, de mise en place d'un chatbot. Donc on parle d'un agent conversationnel qui aujourd'hui, alors c'est une interface qui fonctionne avec de l'écrit. Les collaborateurs posent des questions à cet agent conversationnel par écrit en langage naturel. Et l'intelligence artificielle vient apporter des réponses en lieu et place du service juridique sur les questions réputées simples, avec un taux de confiance et avec une capacité d'apprentissage, puisque l'intérêt, une fois que cette intelligence artificielle a été mise en place, alors on l'a également évoqué tout à l'heure, il y a tout l'aspect de tagage initial, des questions, des réponses. Enfin, la machine n'apprend pas toute seule, il faut qu'on lui donne les étiquettes, un peu à l'image des chats que l'on voyait précédemment. Et puis même une fois qu'elle a commencé à bien apporter des réponses sur certaines questions, il faut continuer à lui dire quand elle se trompe, quand elle ajuste, pour qu'elle s'améliore toujours, et puis l'enrichir en termes de questions. Mais cette expérience est extrêmement intéressante, et pour vous donner juste un chiffre, 80% des questions qui étaient qualifiées de simples par le service juridique sont maintenant répondues par cette intelligence artificielle. Donc on est bien dans un cas où l'intelligence artificielle est naturellement au service de l'humain. Puis je souhaitais vous évoquer un autre cas d'usage, qui est de chez nous. Pardon, je suis allée trop vite. C'est dommage. Vous en conviendrez, dans le secteur bancaire, il est important de bien connaître ses clients. Bien connaître ses clients, ça passe par un certain nombre d'informations. Quand vous allez dans une agence pour la première fois et que vous souhaitez ouvrir un compte, on va vous demander des éléments alors qui, pour nous, sont d'ordre réglementaire, on se doit de vous les demander. Un justificatif de revenu, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité. Et puis ensuite, on renseigne un certain nombre d'informations dans notre système d'information sur le poste de travail par le conseiller. Ça passe notamment, bien connaître ses clients, par bien orthographier le nom et le prénom. Figurez-vous qu'on s'est rendu compte que dans nos bases de données, la qualité de la donnée, notamment prénom, était parfois, on va dire, un petit peu bancale. Alors pourquoi? Pour de très bonnes raisons. Déjà, c'est une saisie manuelle qui était faite jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour renseigner ce prénom. Donc bon, on peut se tromper, on peut oublier une lettre, enfin voilà. On peut raccourcir aussi parfois certains prénoms, notamment les prénoms composés. On a beaucoup de prénoms composés où le premier des deux prénoms composés a été raccourci. Et puis on a nos migrations informatiques, parce qu'on on a 200 ans et on est passé à travers quand même un certain nombre de plateformes informatiques jusqu'à arriver à celle qui est la nôtre aujourd'hui. Et dans le cas des migrations informatiques, sans rentrer dans trop de détails, on n'a pas forcément pile la donnée qui va bien dans l'ancien système pour la mettre dans le nouveau. Donc il y a des raccourcis qui sont faits, il y a parfois un deuxième prénom qui se retrouve un peu dans le premier. Donc une qualité de données pas top à ce niveau-là. Et ce qui est gênant, c'est que derrière, dans les courriers de nos clients, c'est ce prénom-là qui est retenu. Alors sans avoir les mêmes conséquences que ce qu'on peut voir dans la science-fiction, c'est pour ça que je vous avais mis Sarah Connor, c'est pas si dramatique dans le monde bancaire, mais quand même. Les courriers mal libellés à nos clients, c'est pas top pour la satisfaction. En termes de conformité pour nous-mêmes, c'est pas non plus ce qu'on peut faire de mieux. Et puis, dans le cadre d'échanges interbancaires, notamment avec la Banque de France, il convient qu'on envoie les bonnes données, des données de qualité.
Ça, c'est notre première partie de constat, des données pas tout à fait de qualité. Puis je vous évoquais tout à l'heure un certain nombre de documents que vous apportez quand vous devenez client dans une banque. Et en l'occurrence, ces documents, jusqu'à il y a peu, étaient scannés, étaient stockés dans un répertoire informatique, mais n'étaient pas exploités en tant que tels. On est parti de ce constat, on s'est dit, mince, on a quand même des documents là qui sont numérisés, il y a peut-être quelque chose à faire avec. Donc on avait les données, on avait les compétences techniques aussi, parce qu'il y a un data scientist qui est au sein de la direction, un collaborateur data scientist. C'est également un élément important et différenciant de la caisse. Non seulement on a une direction des données du pilotage, mais on a même un poste interne de data scientist. Et puis un autre élément de différenciation, on a des capacités techniques. Tout simplement, alors ça a déjà été cité précédemment, on a la plateforme SAAGI, donc on a notre propre data lake, notre propre capacité à pouvoir développer des traitements de big data. Ce que l'on a construit, c'est un algorithme de RADLAD, de reconnaissance automatisée de documents et de lecture automatisée de documents, qui nous permet, à partir des documents en PDF que j'évoquais tout à l'heure, de venir extraire la carte d'identité et lire les informations qui se trouvent dessus pour les comparer à celles de notre système d'information. Ça, finalement, une fois qu'on le raconte, ça a l'air de rien, mais c'était un projet quand même super innovant. Dans le groupe BPCE, nous sommes les premiers à l'avoir fait. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les entreprises qui collectent ce genre d'informations s'en servent de cette façon-là. Ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que c'est une donnée que le client nous a déjà transmise. Finalement, on avait une sorte de décalage entre ce que l'on avait dans nos bases de données et ce qu'on nous avait déjà transmis par ailleurs. C'est ni plus ni moins que de réconcilier les deux avec effectivement l'intelligence artificielle. L'impact client positif, l'impact pour l'entreprise aussi, une meilleure conformité. Et puis on a des équipes, alors je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais des équipes qui opèrent des contrôles sur les pièces que l'on stocke comme ça de façon numérisée. Ben, ça nous permet de leur donner un périmètre à contrôler qui soit un peu mieux qualifié que d'aller naviguer partout dans toutes les données, puisque finalement on peut circonscrire un périmètre de données qui potentiellement, de cartes d'identité, ne sont pas très bien lisibles. Ou alors, on a trouvé autre chose aussi, on partait d'un problème de qualité de données dans notre système d'information. Et puis on a trouvé autre chose, c'est qu'on pouvait parfois avoir une carte d'identité scannée de monsieur dans le dossier de madame et inversement. Donc là, on est aussi en train de mettre en qualité ça. Là-dessus aussi, l'intelligence artificielle au service de l'humain, c'est évident. Je vous parle d'un traitement qui traite environ 1 million de cartes de données. Donc naturellement, à faire à la main par des humains, ce serait un coût énorme et franchement une tâche pas très, un peu ingrate, enfin pas très réjouissante. Juste pour conclure, je voulais redonner quelques messages clés par rapport à ma présentation et puis compléter le propos introductif. Ce n'est plus à démontrer, les données font partie du patrimoine des entreprises. Elles permettent d'appuyer des prises de décision. C'est un gisement riche, voire même très riche, qui nécessite des compétences pointues pour l'exploiter. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend et ça s'entretient. C'est au service naturellement de la stratégie de l'entreprise. L'utilisation de l'intelligence artificielle, pour moi, est une possibilité, c'est une opportunité, il faut qu'on sache la saisir. Mais sur les usages traditionnels, nous pouvons avoir également, tels que les tableaux de bord, des représentations, et c'est une vraie préoccupation, qui soient toujours les plus adaptées. Dans les deux cas, ça nous permet de traiter des situations avec de fortes volumétries et d'améliorer l'efficacité humaine et l'efficacité globale de l'entreprise. Il n'en demeure pas moins que l'analyse finale et ce que l'on fera de la donnée reste entre les mains d'un humain, et le plan d'action à déterminer de la même façon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Magali.